Le système bancaire en RDC reste fragile, mais en pleine mutation, porté également par la digitalisation et les efforts pour étendre l'inclusion financière. Son développement futur dépendra de la stabilité économique et de l'amélioration de la gouvernance et de l'accès aux services bancaires pour tous. Une thématique tout à fait scientifique avec un expert. En la matière, il est chef des travaux à l'UPEN, Michel Michoma et Danomir. Nous recevons Monsieur Michel Michoma. Merci, Vous allez bien? ça va très bien. Alors, vous vous intéressez aux questions financières. Est-ce que la présentation est-elle correcte ou bien il faudrait l'actualiser? Non, pour moi, vous avez fait une très bonne présentation. Il reste maintenant à entrer en profondeur de la question pour débattre. Alors, la première question, dites-nous pourquoi le système bancaire de notre pays est si fragile. Merci beaucoup pour la question. La fragilité de notre système bancaire, en termes purement financiers, on parle de manque de solidité financière. La solidité financière qui fait référence ici à la capacité d'un système bancaire à absorber les chocs externes par rapport aux différentes crises qui peuvent surgir à travers le monde. Récemment, on a vécu la crise due à la pandémie de Covid-19. Et le manque de solidité est dû à plusieurs faits que nous pouvons épingler ici. Il y a la faiblesse euh, des instructions édictées par la Banque centrale allant dans le sens à protéger les épargnants. Il y a aussi l'improductivité de l'économie, mais il y a aussi la mauvaise organisation euh, de notre économie de manière globale par manque de principaux acteurs et principaux instruments qui peuvent soutenir cette économie-là. Par exemple, sous d'autres cieux, les économies évoluent, les économies les plus émergentes, on trouve qu'il y a le marché financier, il y a pas mal d'autres institutions qui accompagnent cette économie du point de vue financier pour devenir une économie émergente. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Bien que nous ayons aujourd'hui un système bancaire qui est assis sur d'abord la loi bancaire, la loi 003 du 2 février 2002, mais également toute une ribambelle de textes réglementaires qui sont les instructions que la Banque centrale édicte et de sorte à faire fonctionner l'activité bancaire. Mais cela n'est pas suffisant parce que, au regard de toutes ces banques qui sont sous la direction de la Banque centrale aujourd'hui, aucune n'est à capitaux 100% congolais. Donc nous sommes dans un système bancaire contenant pleinement toutes les banques étrangères. Alors cela ne peut pas donner du poids, ne peut pas rendre un système bancaire solide et capable à faire face aux chocs Mais comment extérieurs. y remédier à cette problématique? Voilà, il y a plusieurs alternatives qui se présentent, parmi lesquelles on peut citer le fait que l'État doit répondre à cette question-là de manière très urgente. Comment? En soutenant les initiatives privées, de sorte à parvenir à mettre en place les banques à capitaux 100% congolais. Et lorsque je parle de banques à capitaux 100% congolais, je ne vois pas seulement les banques commerciales. Mais je me dis, si seulement on crée les banques à capitaux 100% congolais et que ces banques-là soient des banques commerciales, la solution n'est pas totale. Parce que les banques commerciales sont des banques qui sont appelées à offrir des services bancaires, mais très limités dans les courts termes. Les services bancaires de banques commerciales ne permettent pas de soutenir de manière structurelle l'économie par l'accompagnement de projets qui peuvent accompagner la croissance économique, mais aussi le développement dans les longs termes. Alors cela ne permet pas
D'où, moi, je me dis, si aujourd'hui, il faut que l'État soutienne l'initiative privée pour la création de banques à capitaux 100% congolais, cela doit passer pas seulement par le banque commercial, mais également les banques d'affaires, les banques d'investissement, les banques agricoles, parce que du point de vue démographique, nous avons une population qui est composée à plus de 70% de personnes vivant dans les milieux ruraux. Et l'activité principale en milieu rural, c'est l'agriculture. Alors, lorsque nous n'avons pas une banque agricole, il est difficile d'intensifier notre agriculture. On ne peut pas mécaniser une agriculture sans avoir une banque agricole qui peut soutenir les initiatives de toutes les coopératives qui se trouveraient dans les milieux ruraux. Est-ce que la fragilité du système bancaire, nous pouvons en déduire que ça voudrait montrer tout de même que l'État est défaillant quelque part? Bon, je répondrai par oui et non. La défaillance de l'État, oui, parce que euh, il n'y a pas vraiment un bon encadrement assuré pour accompagner les initiatives privées. Mais également, euh, vous savez, lorsque l'État doit agir, parce que l'État se présente dans une économie comme étant le garant, comme étant le principal régulateur. Mais comment on peut se présenter comme principal régulateur et faire preuve de manque de leadership, de justesse dans les décisions? C'est ça qui aussi pose problème. Lorsque je parle de manque de justesse, de précision, c'est comme si l'État lui-même titube un tout petit peu et ne sait pas maîtriser le volant de notre économie. D'où euh, on parle en quelque sorte de la défaillance. Mais on ne peut pas non plus, si je dis non, c'est parce qu'on ne peut pas non plus négliger les efforts consentis jusque-là, lesquels vont certainement dans le sens à apporter une solution, mais qui, jusque-là, cela ne se fait pas sentir dans le vécu quotidien de la population, en fait. Nous avons appris qu'il y a des filiales étrangères qui pullulent, la capitale en termes des banques. On ne sait même pas si nous avons, nous Congolais, nos banques nationales, comme à l'époque, déjà on sait que non, les colons avaient laissé une banque, et cette banque, j'apprends qu'elle était défectueuse, elle avait donné naissance à la Banque nationale du Congo. Mais vous, vous êtes un expert. Depuis 1960 à nos jours, qu'est-ce qui a fait que l'on fasse des surplaces pendant qu'il y avait un tissu sur lequel on pouvait coudre les habits? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très importante. Là, il faudra certainement faire une interrogation dans l'histoire. Vous savez, en 1960, ce qui est sûr, tout le monde le sait, l'histoire témoigne qu'on a hérité d'une économie très forte, comptée parmi les économies fortes de l'Afrique, mais aussi parmi les économies fortes du monde, de par la détention de gisements très importants en termes de ressources naturelles. Mais je dirais, pour les autres, selon les analyses des autres experts, il y a le fait d'une certaine précipitation dans la prise en main de la gestion de toutes les entreprises héritées de nos colons. Les événements comme la zaréanisation, qui n'a pas été très bien médité avant d'être mise en application. Ce qui est sûr, nous avions hérité de cette situation-là, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui nous tergiversons, nous faisons toujours du surplace? C'est aussi le manque de volonté politique. Parce que l'activité économique, moi je l'ai toujours dit, c'est comme un véhicule. Mais le véhicule ne roule qu'au destin du chauffeur. Et qui est le chauffeur de ce véhicule? C'est l'État, c'est les pouvoirs publics. Donc, l'économie va dans le sens que l'amène le pouvoir public.
Et si le pouvoir public a cette volonté d'amener dans une bonne direction cette économie, elle ira. Mais si le politique, le pouvoir public n'a pas cette bonne volonté, c'est là on dit toujours il y a un problème de manque de volonté politique. Je l'ai dit ici, on n'a pas une banque, même pas une seule à ce jour, qui est à capitaux 100% congolais. La question, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de personnes capables de créer une banque? La réponse est non. Au vu des exigences, selon la loi, selon les instructions, le texte réglementaire édicté par la Banque centrale, il suffit de détenir, de se constituer en société anonyme, avoir un capital de au moins 50 millions de dollars, équivalent en francs congolais, introduire une demande formellement, de manière très formelle, à la Banque centrale pour l'obtention d'un agrément. Vous allez créer une banque. Est-ce qu'il n'y a pas des Congolais, il n'y a pas ici des Congolais qui peuvent se constituer en société anonyme? Il y en a. À l'époque de Joseph Kabila Kabange, nous avons vu à Freeland, qui a été créé, on nous dit que c'est la banque congolaise. Donc la volonté de se rattraper était déjà conjuguée. La volonté de se rattraper était déjà conjuguée, mais est-ce que ce qu'on nous avait présenté, c'est une vérité ou ce n'est pas vrai? Ça reste une question. Je ne peux pas ici affirmer c'est une banque congolaise, c'est une banque mais au moins moi je vous dis qu'à ce jour, à ma connaissance, il n'y a aucune banque en RDC qui est à capitaux 100% congolais. Et dans des termes simples, sur le plan politique, parce que vous avez dit qu'il y a eu un manque de la volonté politique, c'est ce qui nous a maintenus à ce niveau-là. Et 7 ans du président Tshisekedi, des idéaux de mettre en place une banque commerciale congolaise n'ont pas été réunis. Non, il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens. Je connais un projet comme ça dans lequel j'ai travaillé, j'ai été invité, on a travaillé, on a soumis, mais jusque-là, c'est resté lettre morte en quelque sorte. Il y a également le chef de l'État lui-même a réfléchi dans ce sens lorsqu'il a compris, parce qu'il en a parlé dans plusieurs de ses discours, lorsqu'il dit qu'il veut créer des millionnaires congolais. Comment cela peut arriver? C'est à travers l'ARESP, par exemple, à travers le FOGEC, à travers l'ANAPEC, toutes les institutions qu'il a mises en place de sorte à accompagner les initiatives privées. Mais cet accompagnement-là ne devrait pas seulement se faire dans d'autres secteurs. Pourquoi? Parce que si on se dit on crée des millionnaires dans, supposons, dans le secteur commercial, dans l'industrie, dans les services, et qu'on oublie le secteur bancaire, sachez que les autres secteurs dans lesquels on a créé, il se fera sentir un besoin, le besoin de financement. Mais comment ce besoin sera satisfait aussi longtemps qu'il n'y a pas une banque? Parce que je vous assure, aujourd'hui, les entreprises dans d'autres secteurs, nos entreprises congolaises, parce qu'au moins les entreprises à capitaux 100% congolais, il y en a. Il y a des entreprises de jeunes congolais, des hommes d'affaires congolais, des opérateurs économiques congolais qui émergent. Mais ces entreprises-là sont l'objet d'une forte discrimination dans le secteur, dans notre propre secteur bancaire. Pourquoi? Parce que ce secteur bancaire est détenu par les étrangers. Les étrangers. Et ce sont eux qui dictent la loi. Il suffit juste de monter votre dossier de demande de crédit et l'introduire dans ça, on va en parler. Pour que la question ne m'échappe pas, la question concernant le rôle prépondérant des banques commerciales. Est-ce que ces banques jouent-elles réellement les rôles? Non. Les banques, elles ne jouent pas vraiment leur rôle. Pourquoi? Parce que, d'abord, quel est le rôle d'une banque commerciale? Elle collecte l'épargne, elle octroie les crédits, elle offre les autres services connexes tels que la location de coffres-forts, tels que l'accompagnement financier, les conseils financiers, tels que la gestion des moyens de paiement. Il y a
toute une panoplie comme ça de services connexes que ces banques-là sont appelées à offrir. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? Ou soit, c'est quoi les constats sur terrain? Le besoin de l'économie, ici je parle de l'économie pas comme étant une science, mais plutôt comme étant une activité qui s'est faite, comme cet ensemble des opérateurs économiques. Le besoin de cette économie n'est pas seulement un besoin à court terme, c'est un besoin à long terme également. À moyen et à long terme. Et aujourd'hui, par exemple, l'accompagnement de l'initiative privée des opérateurs économiques ne peut jamais se faire dans les courts termes. Parce que dans les courts termes, c'est l'exploitation. Or, le vrai besoin de financement, c'est dans l'investissement. Or, l'investissement n'est pas une question de court terme. Alors, les banques commerciales ne peuvent pas vraiment jouer leur rôle dans le financement de l'économie parce qu'elles ne rendent pas les services qui répondent à ce besoin étant un besoin d'investissement à long terme. Alors, à qui la faute à ce stade-là? Parce que moi, c'est vrai, je ne suis pas initié, mais je comprends tout simplement, selon votre explication, que ces banques commerciales octroient des crédits à court terme. Ils sont beaucoup plus dans l'exploitation, dans l'import et export. Les secteurs agricoles qui voudraient que l'on puisse investir à long terme est souvent oublié, jeté dans le poubelle de l'histoire. Ouais. Mais l'État qui a la mission de réguler, où est-il passé? Oui, c'est là il y a l'absence totale de l'État, comme je venais de le dire. C'est dans ces manques d'accompagnement, dans ces manques de prise d'initiative. Parce que l'État aujourd'hui doit ne pas se limiter seulement au niveau de missions régaliennes, mais plutôt également dans la mission comme étant un État-providence. Et comme étant plutôt un État-providence, sa mission s'élargit un tout petit peu pour aller jusqu'au point de la création même des entreprises pour parvenir à pallier à certains vides laissés par l'économie, de sorte à atteindre vraiment son vrai objectif de l'intérêt général. Si l'État ne fait pas cela, alors ceux qui le font par leurs propres initiatives imposent la loi. Et c'est comme ça que nous vivons des fois des monopoles. Le monopole vient comment? C'est lorsque l'État laisse un vide qu'il y a un privé qui vient créer sous son initiative personnelle. Et cette fois-là, directement, ça va créer un monopole et celui qui est monopole impose sa loi. Alors on doit admettre que l'économie congolaise n'a pas d'avenir quand on ne sait pas investir ou avoir un crédit pour investir dans les longs termes. Exactement. On ne peut pas espérer une croissance, on ne peut pas espérer une évolution lorsque on ne sait pas investir. C'est pratiquement impossible. Parce que c'est comme, vous pouvez vivre avec le salaire, mais le salaire n'est pas suffisant. Il faut investir au-delà de son salaire. Parce qu'il se pourrait qu'un jour tu perds le travail, tu es foutu. Ouais. J'aime toujours amener un peu ces raisonnements-là dans le terme simple pour que je me fasse comprendre. Ici, je vais vraiment faire comprendre que l'État a un rôle très important à jouer dans la prise d'initiative et dans l'accompagnement des initiatives privées, de sorte à encadrer ces initiatives vers leur réalisation complète afin de mettre en place des banques capables, les banques à capitaux 100% congolais, capables à relever le défi de financement des investissements. Donc, ça sera une solution suite aux banques commerciales qui n'octroient pas des crédits à long terme. Ça, c'est la solution la plus durable. Mais quand on prend 18 ans passés du régime Kabila, 7 ans jour pour jour du président Tshisekedi, si on se regarde en face, on s'est dit qu'on a reculé parce que la solution ici n'a pas été exploitée ou mise en place depuis longtemps. Non, c'est le contraire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'avancements. Les 18 ans, par contre, nous ont fait tourner à rang. On n'a rien fait. Par contre, on a beaucoup régressé. L'économie était pratiquement dans un trou noir. Et la faire sortir de là demandait pas seulement du courage, demandait de décisions très ambitieuses, mais aussi ça demandait de la volonté politique. Et aujourd'hui, on doit reconnaître le fait que
on a réussi à sortir cette économie de ces trous noirs, mais elle est à un niveau où il faut maintenant l'engager sur une voie de l'élan vers sa croissance, vers son émergence, vers son développement. Mais comment cela peut arriver? C'est avec l'accompagnement de l'initiative privée. Voilà pourquoi je reviens sur ce que je venais de dire tantôt. Il y a eu la création, la mise en place d'un certain nombre de structures. J'ai cité ici les cas de l'ARSP, du FOGEC, de l'ANAPEC. Il y a pas mal de structures comme ça qui doivent... En fait, ces structures-là sont créées dans l'idée d'accompagner l'initiative privée. Voyez? Alors, si aujourd'hui, bien que l'économie est déjà sortie du trou, mais elle ne prend pas le lent, c'est parce que ces institutions-là n'arrivent pas à jouer pleinement leur rôle. Voyez? Alors, il suffit juste d'appuyer un petit peu. Un problème d'animateur ou bien... Un problème d'animateur, 100%. La faute incombe à la personne qui nomme ces animateurs en question. Non, non, vous savez, la nomination dépend de la confiance qu'on a en la personne. Et si la personne qu'on a nommée ne joue pas pleinement son rôle, la faute plutôt ne revient pas à celui qui l'a nommé, mais plutôt à l'incompétence de la personne nommée. Moi, je ne partage pas l'avis selon... Donc on sanctionne les incompétents au détriment de la compétence, c'est simple. Oui, ça, les côtés sanctions aussi, il y en a. Mais au moins ici, moi, je voudrais faire constater que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est plutôt le fait de ne pas appuyer sur l'accélérateur par ceux qui animent les institutions qui doivent accompagner l'initiative privée. Alors, est-ce que vous confirmez que nous avons un cadre bien assis pour que l'on puisse démarrer un système bancaire si l'autorité étatique s'y met corps et âme? Exactement. Il y a beaucoup de bases déjà posées. Par exemple, ici je dis, nous avons un système bancaire qui est assis sur, d'abord, la loi bancaire, qui a été plusieurs fois réformée parce qu'elle date depuis 1972. Elle a été réformée en 2004, elle a été réformée en 2008. D'ailleurs, en 2008, on a ajouté une loi sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme, mais aussi de lutte contre la prolifération des armes à destruction massive. Ce sont toutes ces lois-là qui justifient qu'on a un arsenal juridique très important sur lequel le système bancaire est assis. Au-delà de ce système, de cet arsenal juridique, il y a également tout un ensemble de instructions que la Banque centrale édicte et qui vont dans le sens à sécuriser de plus en plus les opérateurs économiques, ça veut dire les épargnants, mais également à rassurer la solidité de ce système bancaire. Donc oui, le problème ne se pose pas au niveau d'une base, mais le problème se pose plutôt au niveau des animateurs. Ah, c'était ça déjà ma question même suivante. Vous avez parlé de l'arsenal juridique, qui n'est pas inventé parce que cet arsenal existe. Il existe déjà. Mais vous avez dit, vous avez déploré un fait. En toile de fond, à 90%, les capitaux sont entre les mains des étrangers. Pourquoi alors ces contrastes pendant qu'on a un arsenal qui est censé protéger les nationaux à la base? Oui, en fait, je vais ici vous dire un petit décryptage que j'ai moi-même fait. C'est le fait que la majorité des ressources financières congolaises, c'est détenu entre les mains de politiques. Vous voyez? Il s'est développé une culture chez les Congolais selon laquelle, pour que je réussisse, je dois faire la politique. Pour que je réussisse, je dois devenir député national. Je dois devenir mandataire public. Je dois devenir, même lorsqu'on n'en a pas une ambition, on n'en a pas un objectif précis, on n'en a pas un plan de société, mais on veut devenir, on veut entrer en politique. Et quand on entre en politique sans ambition, sans avoir un appel politique, alors on est tenté chaque fois de commettre pas mal de bavures et ça amène tout droit vers les détournements de fonds. Et quand on a ces fonds-là détournés,
on se voit à un certain moment limité, on ne sait pas quoi faire avec cet argent-là. Donc c'est comme quelqu'un qui a accumulé de manière subite un certain nombre une certaine quantité de billets d'argent, mais il ne sait pas quoi en faire. Et c'est ça le grand problème de notre économie. Les ressources financières sont détenues entre les mains de politiques. Mais le politique ne sachant pas comment réintroduire cet argent dans les circuits économiques, et il se trouve limité. Limité pourquoi? Parce que toute tentative de réintroduction de cet argent dans les circuits économiques est frappée par la loi que je venais de citer ici, la loi de lutte contre le blanchiment des capitaux. Vous voyez? Alors, c'est un dilemme. Alors, il faut qu'on arrive à un certain moment de faire comprendre, ou soit de faire un état généraux, de faire les états généraux plutôt, je voulais dire, les états généraux de notre économie. Qu'on constate quel est le vrai problème. Qu'est-ce qui peut être fait, ou soit qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire, de sorte à partir sur les très bonnes bases. Parce qu'aussi longtemps que cela ne sera pas fait, les politiques continueront à détenir dans de mallettes, dans de malles, de billets verts, les autres même enterrés à des endroits comme ça. Mais on ne saura pas utiliser cet argent-là parce que ne fût-ce que la moindre tentative de réintroduire ça dans les circuits économiques, c'est prohibé, c'est condamné par la loi. Donc l'élite congolaise est à la base de la faillite également de la nation, de notre chère patrie. Une question par rapport à la banque agricole. Vous avez dit qu'il est important et surtout vous avez rappelé que le président Tshisekedi, il ambitionne que nous puissions avoir une banque agricole parce que dans les milieux ruraux, la principale activité c'est l'agriculture. Donc si cette banque-là existe, ça va beaucoup aider pour financer les projets. Mais est-ce la population de ces recoins est-elle déjà sensibilisée sur les opérations bancaires, sur les crédits devant être octroyés au niveau de la banque? Parce que, pardon, la question est longue, mais elle est importante, oui, puisqu'on se rappelle qu'une banque congolaise ici est tombée en faillite, pour ne pas citer la BIAC. Et beaucoup de gens préfèrent garder leur argent dans les matelas. Donc, oui, en fait, je comprends la question. Je peux peut-être la reformuler d'une autre façon, en termes purement financiers. Vous voulez dire, est-ce qu'aujourd'hui, la culture bancaire est de mise dans la population congolaise en milieu ruraux? Mais aussi, est-ce que les risques systémiques n'est-il pas au rendez-vous chaque fois? Parce que on l'a vécu. Vous avez ici cité le cas de la faillite de la BIAC, qui a créé un risque systémique, lequel a conduit à une très forte thésaurisation de la part de la population. Donc, en fait, en réponse, je vais dire ceci. La culture bancaire, ce qui est sûr, elle n'est pas congolaise. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Congolais qui pensent que le fait de prendre son argent, déposer ça dans une banque, c'est qu'on l'a perdu. Cependant, c'est le fait de garder son argent à la maison qu'on l'a perdu. Parce que lorsque vous gardez votre argent à la banque, pas seulement vous contribuez au financement de l'économie, de l'économie de manière générale. Parce que la banque joue un rôle que nous appelons le rôle de l'intermédiation financière. Elle joue le rôle d'intermédiation financière d'un côté. Il y a les agents, les opérateurs économiques que nous appelons les opérateurs à capacité de financement, mais de l'autre côté, il y a les opérateurs en besoin de financement. Ceux qui sont en capacité de financement, ce sont ceux-là qui ont un revenu supérieur à leurs besoins. C'est le cas de ceux-là qui thésaurisent, qui gardent l'argent sous le matelas chez eux. Ils se trouvent dans ces cas-là de ceux qui sont en capacité de financement. Alors, en réalité, comment cela doit se faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre leurs excédents et l'amener à la banque, de sorte que la banque prenne ces excédents, les transforme en crédit
à accorder à ceux qui sont en besoin de financement. C'est ça même le sens du financement de l'économie. Vous voyez? Alors, comment faire comprendre à un papa qui a vendu ses 2 sacs de maïs, comment faire comprendre à une maman qui a vendu, par exemple, ses 2 sacs de manioc, que tu dois prendre cet argent et le déposer dans une banque? C'est à travers une sensibilisation. C'est à travers de mesures que l'État doit prendre, que la Banque centrale doit prendre, de sorte à sensibiliser et à faire comprendre à cette population que vous devez contribuer à l'évolution, à l'épanouissement de notre économie par des dépôts en banque, ce qui est pour vous une façon de financer notre économie à travers ces petits actes, cette petite action que vous posez. Alors, l'économie congolaise, ça sera peut-être la dernière question. Comment vous la définissez, le système bancaire et l'économie congolaise? Merci beaucoup. Les systèmes bancaires se trouvent dans l'économie. Parce que l'économie, moi, je la définis d'abord comme une science, mais aussi comme une activité. Comme science, c'est la gestion des ressources rares pour satisfaire les besoins qui sont toujours illimités. Mais c'est aussi cette discipline qui coordonne la chaîne de consommation partant de la production, de la distribution jusqu'à la consommation. Ça, c'est comme étant une science. Mais l'économie congolaise, par exemple, lorsqu'on parle de l'économie congolaise, il ne s'agit pas de la science économique congolaise. Lorsqu'on parle de l'économie française, l'économie ivoirienne, on ne parle pas de la science économique française ou ivoirienne, mais plutôt on parle de cette activité, de l'ensemble des opérateurs économiques qui exploitent dans un environnement donné, et l'environnement, c'est l'environnement congolais. Et cet environnement congolais dans lequel on retrouve un nombre d'opérateurs économiques a besoin de financement. C'est comme ça que dans les économies émergentes, on ne dépend plus que des banques. Ça veut dire qu'on a brisé, ces cloisonnements-là qui orientaient tous les opérateurs économiques que vers les banques pour aller vers un autre cadre bien institué, celui de marché financier. Pourquoi le marché financier? Parce que si dans une banque, pour obtenir un crédit, vous êtes en capacité de financement, moi je suis en besoin de financement, mais pour que j'aie ces financements qui viennent de vous, je dois passer par un intermédiaire qui est la banque. Par contre, sur le marché financier, je n'ai pas besoin d'intermédiaire. Là, on se rencontre. Ceux qui sont en besoin de financement et ceux qui sont en capacité, on se rencontre de manière directe, sans passer par un intermédiaire. Alors, c'est comme ça que moi, parmi les conseils que je donne, récemment, j'ai vu, c'est peut-être parmi les innovations qu'on doit louer. Vous allez fixer la caméra et profiter de donner ces conseils au chef de l'État et au gouvernement. Ici, le chef de l'État, c'est lui qui aussi gère le gouvernement. Oui. Il y a la première ministre qui est là. En fait, alors, ici, vous allez vous résumer tout en fixant la caméra. Je voulais dire que parmi les conseils que je donne, c'est aussi de demander à ce que le gouvernement fasse avancer ces projets d'institution du marché financier en RDC qui va faire quitter notre économie de l'économie d'endettement vers l'économie de marché, sans laquelle on ne peut pas s'inscrire sur une voie d'émergence de très bonne manière parce que l'économie d'endettement est une économie très limitée à laquelle beaucoup de pays émergents ont renoncé à cause de ces insuffisances telles que le manque de diversification des sources de financement, je l'ai dit ici, telles que le manque de marché financier et le seul, peut-être le marché monétaire qui existe, est orienté vers le secteur interbancaire. Donc il n'y a pas possibilité de faire appel à l'épargne publique, même les bons des trésors qui sont lancés par le ministre des Finances ne profitent pas aux ménages, ne profitent pas aux entreprises. C'est seulement les banques qui en profitent. Or, si on avait le marché financier, le fait de mettre sur le marché
les bons des trésors, cela va profiter à tout le monde, sans exception. Et vous comprendrez que toute la population concernée, et ça rend la croissance inclusive et ça peut amener notre économie vers son émergence. Beaucoup reste à dire, mais le temps nous est imparti. Un dernier mot de votre part? S'il y a un dernier mot à dire, je dirais d'abord merci à vous, Merci. mais également merci à la chaîne pour cette opportunité et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Oui, oui, ça sera tout de même dépendamment de votre emploi du temps, bien évidemment. Merci. Je rappelle que vous êtes chef des travaux à l'UPEN. Vous avez suivi Michel Michoma. Il est expert maison pour des questions économiques. On se retrouve très prochainement, ainsi que sur d'autres médias, pour parler du Congo. À tous et à tous, à très vite.